On va démarrer l'aspect arménien de la conférence. Les gens... Non, non, mais je suis grec, donc je sais exactement comment vous êtes et on est pareil. Hein, donc, voilà. Donc, ce que je veux simplement, c'est que vous ne battiez pas entre vous, d'accord? Ça reste avec moi quand même de temps en temps. Alors, pour Sushi, la remarque est vraie, mais pas totalement. Parce que si vous vous rappelez bien, la Russie a été surprise que les Arméniens voulaient garder Sushi. Elle ne considérait pas que ça devait s'arrêter là. Elle considérait que Sushi, c'était normal que ça passe pour les Azéris. Donc il y a eu une nouvelle demande de l'Arménie en disant non mais faites un cas spécial pour Sushi. Et la Russie, officiellement, on a les textes, hein, a dit je suis surpris que vous demandiez Sushi. Pour la Russie, Sushi, c'était simplement du redéploiement, un espace. Ce n'était pas du tout l'aspect culturel qui était mis en avant, alors qu'en fait, du point de vue arménien, c'était de dire, bon, bah, Sushi, on ne peut pas dire que c'est n'importe quelle zone. C'est pas, si vous voulez, un territoire miné. On se dit, tiens, ça c'est à nous, parce qu'on l'a miné. Et c'est pareil aussi, je pense qu'il faut être juste par rapport à ça. Malheureusement, on parle nous-mêmes, je parle donc du côté arménien, on parle nous-mêmes surtout de territoire. Alors qu'en fait, moi j'aurais préféré qu'on parle de peuple. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, on a identifié un territoire vide avec des mines, avec un territoire avec des gens. Et en fait, on dit, voilà, on a perdu tout ça. Mais soyons honnêtes, là, tout ce que vous voyez là, il y a plein d'endroits qui étaient totalement vides. Hein. Vides. Vide de chez vide. C'est pour ça que maintenant, ils sont en train de déminer. Hein. Bon. Donc c'était plutôt ce qu'on appelle, nous, du point de vue technique, des buffer zones. C'est-à-dire en fait des espaces de protection pour pas que les gens puissent rentrer n'importe comment. Mais est-ce que ça c'est équivalent, par exemple si on avait perdu que les buffer zones, c'est-à-dire que tous les espaces qui étaient minés, on les avait perdus, est-ce que c'est équivalent que de perdre Sushi? Ben non quand même. Et moi quand j'ai vu les Arméniens brûler encore leur maison une fois qu'ils sont partis, c'était très clair ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que c'était pas simplement l'espace, c'était aussi le temps dans lequel on était, ici. Donc ils se sont dit, moi je pars parce que je suis obligé, par contre, je ne laisse pas. Eh bien, cette politique, c'est pareil, ne soyez pas dupes, hein, c'est pas une politique de terre brûlée. La terre brûlée, c'est on brûle de la terre. On ne brûle pas les habitations. Vous le voyez très bien avec les pompiers. D'accord? Quand les pompiers essaient de sauver des gens qui sont très près d'une forêt, c'est totalement différent pour eux d'avoir une forêt brûlée ou des habitations brûlées. C'est totalement différent. Et là, c'est pareil. Donc, dans différentes, vous l'avez vu, zones, quand on a vu ce genre d'événement, on ne leur a pas donné vraiment l'importance qu'il fallait. On a considéré que bon, bah, c'était perdu, il y avait 3 pelés intondus, ils ont brûlé leur maison, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Ça, c'était révélateur d'une situation. Et en fait, finalement, eh bien, la pierre d'achoppement, ça a été Sushi. Pour quelle autre ville vous avez entendu des gens dire c'est inadmissible que ça soit passé du côté azéri? Ville. Vous voyez, on parle sans arrêt de territoire. Et ça, c'est une erreur stratégique. C'est comme on parlait par rapport au génocide, comment se définir. Il faut bien préciser, il faut parler de village. Vous voyez, je vais insister là-dessus parce que c'est important. Si par exemple on vous détruit votre cimetière et vous dites, voilà, j'ai perdu 2000 mètres carrés, est-ce que c'est pareil? Et non, vous voyez, mais ça c'est du territoire. Donc si vous dites, si vous nommez les villages et vous nommez les villes, ça c'est de l'arménité. Si vous dites on a perdu tant de kilomètres carrés de territoire, l'autre ne sait pas. D'ailleurs, pour vous prouver que c'est vrai ce que je dis, les premières choses qu'ils ont fait les Azéris, c'était changer les noms. Pourquoi? Eh bien, moi je l'ai vu avec Google. Ça c'est une action d'ailleurs hein, à définir. Avant, quand on cherchait sur Google et qu'on mettait Arsag, ben, ça restait Arsag, quoi. Et maintenant, c'est écrit aussi en azéri. Vous avez remarqué, non, je pense? Sushi, Susha.
Ça, oui, j'ai compris que vous étiez le spécialiste de sushi. Mais je parle globalement. Globalement, c'est-à-dire que toutes les appellations, on voit maintenant des appellations azéries que moi, par exemple, je n'avais jamais vues. Jamais vu. C'était toujours écrit en arménien. C'était soit en arménien ou en anglais, enfin, ou même en russe, mais jamais. Et pourtant, ça, c'est bien placé. Ça a été vite fait, ça. Pourquoi ça a été vite fait? Bien, nous, en fait, on dit, on a perdu des territoires, et eux, ils disent, voilà la ville. C'est le paradoxe. Vous voyez? Alors que nous, on aurait dû dire, voilà, on parle de quelle ville? De quel village? De combien de villages arméniens étaient dans cette région? Ensuite, on est passé à ce stade-là, on a commencé à compter les châteaux. On a commencé à compter les églises. C'est pareil, il faut les dire, les églises. Vous voyez, si vous dites église, c'est pas pareil que lieu sacré. Lieu sacré, c'est un peu abstrait. Lieu sacré, ça peut être un cimetière. C'est pas dans la même chose, c'est pas la même sacralité. Donc ce que je veux dire, c'est que la problématique qu'on a, c'est qu'on ne parle pas tellement de ville. On ne nomme pas. Bon. L'autre problématique, c'est par exemple, on dit, voilà, on a des otages. Bon. Première remarque du point de vue stratégique, c'est des otages ou c'est des prisonniers? Parce que des otages, quand on dit otages, ça veut dire qu'on échange quelque chose. Voilà, mais là, ce n'est pas des otages, c'est des prisonniers. Alors pourquoi on les appelle otages? Voilà. Si c'est des prisonniers, par exemple, qui sont maltraités, qui sont torturés, etc., pourquoi parler d'otages? Soyons honnêtes. Quand quelqu'un prend un otage, il le torture? Mais non, parce que c'est une monnaie d'échange. Sinon, ce n'est pas un otage, c'est simplement une victime. Si c'est une victime, d'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le vocabulaire qu'on met en place du point de vue international, il est pas très clair. Alors nous, on essaie par exemple de dire, c'est pareil, on faisait la même chose avec le génocide. On disait, on a eu tant de victimes. Non, il faut dire tant de génocidés. Il faut justement mettre tout le temps, mettre le mot génocide. Il faut utiliser ce qu'a fait Lemkin pour dire, c'est des génocideurs, c'est un génocide, on a des génocidés. Alors que nous, on a tendance à dire, c'est des bourreaux, on a des victimes. Pire, on peut même faire, on a des morts. Vous voyez, si je vous dis par exemple 1,5 million de morts, ben, de toute façon maintenant comme on est en plus dans la pandémie, ben, maintenant on a 5 millions de morts. Est-ce que vous allez dire que c'est un génocide? Non, mais c'est bien des morts quand même. Bon, quand on arrive à avoir des telles quantités de morts, il faut définir qui l'a fait. C'était quoi? C'était un séisme? C'était une tempête? C'était un tsunami? C'était des conditions physiques? C'était quelque chose d'artificiel? Non. Bon. Alors là, maintenant, c'est pareil. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts azéris? Ben non, on ne sait pas. Et moi, je trouve que ça, c'est révélateur. Et ça, normalement, je parle pour ceux d'entre vous qui sont un peu démoralisés, vous devriez vous poser la question, pourquoi, alors que vous êtes démoralisé, c'est pas important pour vous de savoir le nombre de morts azéris? Ou, à l'envers, pourquoi le gouvernement azéri ne dit pas le nombre de morts alors qu'il a gagné? Et parce qu'en fait, on sait que c'est très gros, et c'est trop gros pour ce qu'ils ont gagné. Donc on n'insiste pas là-dessus. Normalement, par exemple, je ne sais pas moi, le haut comité de la Croix-Rouge devrait dire, voilà, dites-moi le nombre de morts, combien c'est, où sont les tombes, etc. Et en fait, on voit bien que du côté azéri, on évite ça. Ça, pour moi, c'était le stigmate de l'envahisseur. Celui qui est victime ne cache pas ses morts. Donc là, par exemple, quand les Azéris nous disent, en fait, c'est les Arméniens qui nous occupaient, très bien, imaginons que ça soit ça. Ben, dites-nous combien vous avez eu de victimes. Ah non, ça on n'annonce pas. Vous imaginez par exemple pour le génocide des Arméniens, si on disait, oui, ben, on a eu un génocide, combien de victimes? On n'annonce pas.
Ça, vous insistez pas là-dessus assez. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaie de vous dire pour votre morale, pour garder le moral, on va dire, c'est que si les Azéris, un an après, ne disent pas encore le nombre de victimes, c'est que la guerre ne s'est pas passée comme ils voulaient. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont très conscients que ça, c'est pas très sûr. Et vous allez voir que même les Azéris, il y a des endroits, ils ne vont pas venir habiter tout de suite. Parce que eux-mêmes, dans leur concept mental, savent très bien que ce n'est pas l'endroit. Les plus recherchés dans leur tête savent très bien que ça, c'était d'époque soviétique. Donc vous allez faire quoi? On va dire quoi? On va dire que maintenant, on y est là. Ceux qui vont être, par exemple, les Azéris qui vont habiter à côté d'une église arménienne, ils diront quoi? Que c'est une mosquée? Ils vont la changer? En plus, avec les églises arméniennes, vraiment, pour ne pas la repérer, il faut être fort. Hein, parce qu'il faut vraiment être totalement inculte. C'est tellement pointu, c'est... D'accord, ça se voit, quoi. Bon. C'est pas que ça ressemble à quelque chose d'autre. Donc, les cimetières, il y en a qui peuvent être détruits, vous le savez très bien, puisque 1917, on avait eu ce phénomène, même par l'armée officiellement, et on n'a rien vu. Maintenant, on commence à parler des khachkars. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une guerre aussi d'information. Et moi, je ne pense pas qu'on a perdu la guerre militaire. La guerre militaire, c'est pas stable encore. Vous voyez? Mais on a perdu la guerre d'information. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils écoutent ça, ils se disent, bon, bah, c'était les Arméniens qui étaient par là, bon, et finalement, ils ont été virés. Bon, bah, c'est normal, puisque c'était l'Azerbaïdjan, puisqu'il n'y avait pas d'État. Bon, ça fait quand même pas beaucoup de morts, enfin, c'est quand même seulement 44 jours, hein, donc ça ne pouvait pas faire bien plus. Et finalement, bon, bah, c'est un problème qui se résout à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Maintenant, vous remontez tous ces arguments à l'envers. Puisque c'est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, pourquoi il y a 3 signataires? En fait, il faut vous rendre compte que le fait que l'Arménie signe, c'est un gage pour l'Azerbaïdjan qu'on a trouvé quelque chose de stable. Donc ça veut dire qu'en fait, l'Azerbaïdjan craint l'Arménie. Et ça peut vous surprendre, peut-être que ça va même vous donner du courage alors que vous ne le pensez pas. Vous ne le pensez pas, on est d'accord. Puis c'est qui le pense? Je ne vais pas vous faire voter. Je vois le jeune là, il dit non, non. Et tu te trompes. Tu te trompes. Tu sais pourquoi? Parce que les Azéris, ils savent très bien que tout seuls, ils n'ont rien. Donc en fait, ils savent que si la Russie ne dit rien, si la Turquie aide, et si les Arméniens d'Arménie n'interviennent pas, ils peuvent prendre quelque chose. Par contre, si les Arméniens d'Arménie interviennent vraiment, et si la Russie dit « moi je ne suis pas neutre, je vais voir qui a raison », eh bien vous allez voir que d'un seul coup la Turquie elle ne va pas venir, parce que se dit « oh là là, il n'y a même pas de corridor à passer, je n'interviens pas ». Mais ça en fait, on ne l'a pas encore dans notre tête. Or, normalement, vous devriez l'avoir. Vous savez pourquoi? Parce que si l'Azerbaïdjan était vainqueur, un grand vainqueur, un vrai vainqueur, sans beaucoup de morts, il n'aurait pas co-signé avec l'Arménie. Parce qu'il a retrouvé son intégrité territoriale. Et pourquoi signer avec les gens d'à côté? Beaucoup d'entre vous imaginent qu'en fait c'est un point négatif que l'Arménie ait signé. C'est négatif dans le sens où elle a signé pour quelqu'un qui n'était pas elle. Mais c'est positif dans le sens où elle est dedans, alors qu'elle n'a pas à être dedans. Parce que c'était un problème complètement interne. C'était une sorte d'insurrection interne au sein de l'Azerbaïdjan. Même la Russie considère que c'est à peu près ça. Alors finalement, eh bien, normalement, il y aurait dû y avoir aucun accord. En gros, c'est quoi? C'est, on a demandé aux Arméniens d'Arménie de ne pas intervenir et d'intervenir sur les Arméniens de l'Artsakh pour dire on signe et c'est bon, vous arrêtez. Ça, en fait, c'est pas présenté comme ça. En fait, en gros, nous, on nous le présente comme ça. On nous dit la situation était catastrophique. Il fallait que quelqu'un signe rapidement. Les gens de l'Artsakh, ils ont accepté que l'Arménie signe. Et comme ça s'est arrêté. Et non, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi ça n'a pas duré un peu plus?
Et parce que justement, on était arrivé à la limite de ce que pouvait accepter la Russie. En fait, la Russie voulait juste avoir une entité d'avertissement. Vous voyez ce que vous faites quand vous allez trop loin. Et ça a été très clairement dit, même par le président. Le président, il a dit, nous, on ne protège que ceux qui sont avec nous. Voilà. Et donc finalement, l'Artsakh, il n'était pas avec eux. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, je vais vous dire différemment, comme un scénario. Imaginons maintenant qu'on a le droit de refaire un accord avec la Russie. Je suis sûr que maintenant, tous, vous mettriez l'Artsakh dedans. On ne le fait pas 2 fois, ça. Mais avant, on trouvait que c'était normal. Non, c'était déjà diminué, parce que finalement, c'est une acceptation qu'on est de l'autre côté du jardin. Donc, c'est des Arméniens, mais ils habitent ton jardin. Alors, c'est normal que ça ne soit pas dedans. Alors que finalement, non. Parce que Noubar me dit discrètement qu'il faut conclure, j'imagine, parce que je le vois s'approcher. On va échanger avec la salle. Voilà, mais moi j'échange avec leur regard, déjà, je vois. Donc je pourrais conclure là, comme ça on pourra échanger. Mais l'idée est la suivante. Si vous pensez que c'est perdu, ça sera perdu. Alors, un poète grec dit, de façon très simple, il dit, pour qu'on t'agenouille, il faut que tu te mettes à genoux. Si tu t'agenouilles pas, et moi, du point de vue stratégique, je dis souvent, pour éviter de vous agenouiller, c'est bien de s'asseoir. Vous voyez ? Quelqu'un qui est assis, il a du mal à s'agenouiller. Quelqu'un qui est debout, il n'a pas de problème. Alors moi, je vois souvent des gens qui disent « Ah, moi, je vais faire ça ». Ça, je vois que c'est les futurs agenouillés. Et ceux qui sont bien assis, qui disent « Bon, s'ils m'énervent, je me lève », ceux-là, je le préfère. Parce que ceux-là, ils ne vont pas s'agenouiller. Donc, en fait, dans la diaspora, il faut savoir qu'on est plutôt assis. C'est bien. Ceux qui sont plus dans le coin, ils étaient plutôt debout. Et là, le problème, c'est l'Arménie veut avoir un jeu du genre je ne veux pas avoir de problème moi. Si j'en ai juste à côté de moi, bon, c'est pas bien, mais pas à ce point. Je ne veux surtout pas en avoir moi. Mais vous avez vu, par exemple, même au niveau politique, tout le jeu politique qui a eu lieu, du genre les anciens, les nouveaux, les pourris, les vendus, etc. Mais finalement, on est resté au même niveau. Hein. C'est-à-dire qu'un an après, on est quand même avec les mêmes. On est avec les mêmes insultes, mais avec les mêmes. Alors ça, c'est une tradition dans le coin. Vous voyez ? C'est comme ce que je disais pour les toasts. Hein. Les toasts le plus long de ma vie, c'était en Artsakh. En fait, vous savez quand il démarre le toast, vous ne savez jamais quand il va terminer. Donc, au début, vous faites l'erreur de tenir votre verre, vous aussi. C'est une erreur. Moi, j'ai vu les autres, ils ont le coude en bas, ils attendent, parce qu'ils savent que ça va durer une vingtaine de minutes, jusqu'à qu'ils terminent. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à la façon, disons, plus interactive, comme vous voulez, Noubar. Merci Nikos pour cette présentation et qui nous permet d'avoir une autre vision, de réfléchir sur les événements. Et moi, le temps que certains d'entre vous préparent leurs questions, et je dis bien leurs questions, pas un discours, hein, s'il vous plaît. Donc, le temps que vous prépariez vos questions, j'avais 3 petites annonces à vous faire par rapport à notre vie communautaire locale. Le samedi 13 novembre à 15h, il y a l'inauguration de la nouvelle école arménienne. Vous avez le 14 novembre à 16h, à l'Amicale des Arméniens de Romont, une conférence avec Onik Jamgochian sur le renouveau arménien, et notamment, il va nous parler de Chouchi. Et enfin, un côté un peu plus festif, c'est le loto de l'UGAB, le 28 novembre à 15h, à la Valentine, à Bourg-les-Valences. Voilà, à présent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'en avais une par rapport à la Turquie, pour commencer. La vision de la Turquie et cette volonté de long terme de vouloir revenir dans ces régions-là. Je pense par exemple à cette partie-là de la carte, vous voyez, le petit territoire là, qu'ils ont voulu garder en connexion avec le Nakhitchevan. Donc la Turquie c'est là, vous voyez là c'est l'Iran. Donc ils ont gardé ce petit corridor pour garder cette connexion avec le Nakhitchevan. Et ça c'était dans les années 1920, suite à la guerre, à la Première Guerre mondiale.
Alors, est-ce qu'ils avaient cette vision de long terme avec le retour de la volonté d'Erdogan de restaurer la grandeur de l'Empire ottoman, etc., ce rêve qu'il a, est-ce que ce n'est pas intégré de manière forte dans la réflexion arménienne? Oui, très courte. Mais en tout cas, ce n'était pas un discours. Tu as terminé avec un point d'interrogation, il me faisait même un sourire. Alors, le sourire provenait sans doute du fait que, et évidemment, pas du tout, la Turquie n'a aucune vision stratégique de cette envergure. Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement ça, une vue de l'esprit. Et Erdogan, et on a encore moins, il a une tendance à multiplier les fronts, ouvrir des fronts et ne pas les fermer. D'accord? Donc en fait, ben si, regarde la Libye, regarde la Syrie, regarde l'Irak, regarde la Grèce, regarde Chypre. Ben, c'est tous des endroits où il met le pins, et finalement, pour quelle retombée positive pour lui? Rien, c'est qu'il ouvre un autre front pour faire autre chose. Donc en fait, l'Artsakh, c'était quasiment le mieux pour lui. Mais en réalité, tu as parlé de cette frontière, ce qui les intéresse, c'est plutôt celle-là. Et donc là, oui, mais là, ça c'est quand même un problème, parce que là, on pourrait se dire, est-ce que c'était obligatoire de signer tous les articles du cessez-le-feu? Ça, c'est une question véritable. Parce que je pense qu'il y en a un en particulier qui n'aurait pas dû être signé parce qu'il n'avait pas de sens à être signé. Parce que quand on signe pour quelqu'un d'autre, on ne signe pas sur ce qu'il va faire chez nous. D'accord? Donc si vous signez pour un colocataire, c'est pas pour d'un seul coup on vous mette un fil qui va passer dans votre salon. Et d'un seul coup vous allez dire, tiens, bah, le salon il ne faudra pas passer par cette région parce que c'est de l'autre côté. Donc ça s'est passé. Donc là c'est un autre problème. Au niveau de la Turquie, donc pour répondre à la question, la Turquie en fait a été opportuniste sur l'Artsakh. Elle n'avait pas de vision parce que la Turquie sait très bien que l'Artsakh c'est justement un jardin russe. Donc en fait, ils ont pu intervenir avec les Azéris seulement parce qu'il y avait une sorte de laissez-passer. Jusqu'à ce que ça dure. Si ça ne durait pas plus longtemps, ben ça ne fait rien, ça c'est pas dur. Donc finalement, en fait, on voit ensuite que la Turquie, par exemple, pour répondre à ta question, pour que Patrick soit content que c'est une fin de réponse aussi, c'est que la Turquie n'a pas signé. Si la Turquie était si bonne, elle aurait dû signer. Elle n'était pas dans les co-signataires. Parce qu'en gros, la Russie, en fait, lui a dit « ça va, ça va, voilà, ça suffit. T'as assez fait, quoi, c'est bon, maintenant c'est moi. » Et finalement, eh bien, normalement, tous, vous savez très bien que techniquement, la Turquie peut être co-signataire, sans aucun problème. Mais le grand boss lui a dit « maintenant ça suffit, on revient sur notre... » Donc en fait, on a fait une sorte de mise au point, on a utilisé la Turquie, du point de vue local, et ensuite, quand on fait le résultat, elle est de nouveau à dehors, et tu as remarqué que Erdogan n'a pas hurlé en disant « pourquoi je ne suis pas co-signataire ?» Il s'est dit « j'ai pris ce qui était à prendre, hein, jusqu'à là, même pour Souchi, il n'a rien dit. » Une question? Une question très courte. Est-ce que le Premier ministre est rentré dans la cour? Oui, bien sûr, j'aime bien. Mais pour rentrer dans la cour, il faut être sorti. Ben, il n'est jamais sorti. Il s'était rapproché un peu de l'Europe. Ah non, il s'était rapproché du bord de la cour. C'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Et si vous approchez de la porte, là, tant que vous n'êtes pas sorti, vous êtes encore dans la salle. Hein. Maintenant, si moi je vous dis, si vous sortez, vous ne pouvez pas rentrer. Ben, vous allez rester un peu plus, là. Vous allez dire, bon, on va vérifier quand même, hein. Parce que si c'est vraiment ça, après je ne rentre pas. C'est ce qu'on appelle en fait les processus irréversibles. Tant que c'est réversible, je peux faire quelque chose, et finalement je dis que c'est pas grave. C'est comme au jeu d'échecs. Tant que vous touchez la pièce, ça va. Si vous l'avez lâché, c'est lâché. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, bon, on est amis quand même, hein, je reprends. Non. L'autre dit, non, c'est pas ça. Alors, non, il n'est pas sorti, ça c'est une vue de l'esprit. Hein. Ça c'est une vue de l'esprit très très locale. La problématique, les Arméniens ont le même problème que les Grecs. Les Grecs, quand ils ont des ennemis,
ils sont grecs. Quand ils n'ont pas d'ennemis, ils sont politiques. Voilà. Donc en fait, pour moi, la politique pour nos deux pays, c'est, comment dire, le luxe. Dès qu'on n'a plus de problèmes, on a des problèmes entre nous. Voilà. Et donc d'un seul coup, l'un elle va dire, moi je suis plus près de la porte, l'autre il est plus près des escaliers, etc. Mais moi, ce que je vois du point de vue géostratégique, ils sont tous dans la salle. Alors bon, de temps en temps, ils vont plus près, ils vont plus loin, ils regardent Noubar. Si Noubar vous fait signe de vous y allez, vous y allez. Vous n'y allez pas, tu sais bien Patrick comment il fait avec son sourire. Bon là, ravageur. Donc l'idée c'est quoi? C'est que c'est une cour dans laquelle, je pense que vous connaissez bien aussi la cour à Versailles. Hein. Eh bien c'est pareil, il y a des gens qui savent très bien jusqu'à où ils peuvent jouer, et il y en a qui ne savent pas. C'est pareil en politique, c'est pareil dans le juridique, hein, dans le domaine du droit. Un avocat, il peut faire ce qu'il veut, mais pas emmerder le président. Mais il fait ce qu'il veut, il peut raconter ce qu'il veut, faire ses effets de manche, etc. L'avocat, s'il sort dehors, il est sorti, il ne rentre plus. Donc finalement, le boss, ça reste quand même le président. Donc en fait, c'est un jeu, c'est-à-dire, est-ce que je peux gagner avec ces règles? Oui. Et là, les règles, c'est de se dire que le boss dans le coin, c'est la Russie. Maintenant, le problème, c'est, je joue avec, je suis allié, je ne suis pas allié, je suis contre, à quel point je suis contre, je suis tout contre, comme dirait Sacha Guitry, c'est différent. Mais quand j'entends, par exemple, les grandes différences entre les anciens et le nouveau par rapport à ça, sur le plan géostratégique, il n'y a aucune différence. Hein. Et là, les choses ont été remises au point. Du genre, c'est même pas jusqu'à la porte, c'est jusqu'aux escaliers vous avez le droit d'y aller. Ah bon, d'accord, bon, bah jusqu'aux escaliers. Alors, il y en a toujours un qui va être juste après au premier, et l'autre qui sera au dernier, qui diront, eux, ils se battront, du point de vue politique, en disant, vous voyez que vous, il est plus près, que moi, je suis plus loin. Mais enfin, ils seront sur les escaliers, ils ne seront même pas au niveau de la porte. Là, par exemple, on a bouffé quand même pas mal de territoire pour rien. Non, c'est un luxe qui est très dangereux. Ces raisonnements politiques, il faut bien avoir une grande vision. Et la grande vision, c'est que dans le coin, on ne fait pas n'importe comment ce jeu. Et ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui est un joueur comme les États-Unis comprend mieux ce que fait la Russie dans le coin que les gens qui sont à côté. Alors que les gens qui sont à côté, ils devraient quand même être au courant depuis quelque temps. Ça fait quand même des centaines d'années. Hein, c'est pas, je ne parle même pas seulement de l'Union soviétique. Hein, vous avez vu, il a fait une référence à l'Empire russe, 1805, etc. C'était des choses qui étaient déjà dans le coin. Il n'a pas précisé si les gens étaient contents ou pas. Parce que ça, c'est important. Non, c'est vrai. Quand en fait, tu as dit, par exemple, tu as dit le terme annexion. C'est un peu ce que je disais comme critique, il faut faire attention. Annexion. Moi, ce que je vois dans cette annexion, il y en a plein qui étaient contents. Et après, ils étaient tellement contents que quand on a fait une désannexion, ils n'étaient pas contents du tout parce que c'est les Turcs qui sont venus sur coin. Et donc, en fait, tous les gens qui étaient avec les Russes, quand ils sont repartis, Kars, hein, 1921, les Arméniens, ils étaient très contents que ce soit les Russes dans le coin. Et ils étaient tellement contents que ça s'est vu après, puisqu'il y en a certains qui sont partis avec les Russes. Mais le problème, c'est que c'était plus des Russes, c'était les Soviétiques. Ce pas les mêmes. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que quand l'idéologie devient géopolitique, on commet des graves erreurs. Par exemple, 1920, traité de Sèvres, donc 1919, traité de Versailles, 1920, traité de Sèvres, 1921, traité de Kars, 1923, traité de Lausanne. Les Soviétiques apparaissent en 1917. Bon, eh bien, regardez, qu'est-ce qu'ils ont signé? Kars. C'est-à-dire qu'en fait, ils se considéraient qu'ils n'avaient rien à voir avec les Russes d'avant, et rien à voir avec ceux d'après. Donc en fait, nous, on sait ce qu'on a envie. Et là, d'un seul coup, toi, tu l'as dit, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils les aimaient moins, etc. Bon, tu l'as dit un peu de façon... Mais c'était vraiment une erreur de penser que ça pouvait durer. Voilà, et ça n'a pas duré, ça. Voilà. Et un autre point, si on avait cette conférence comme on fait là, si on l'avait fait par exemple dans les années 80, ben, je pense que tout le monde parmi vous considérait que l'Union soviétique durait éternellement. Les années 80, c'était les Jeux olympiques à Moscou. Bon.
si moi, à l'époque, je vous parlais déjà des pays baltes, donc on est en 80, et moi je vous dis que dans 10 ans, les pays baltes sortiront de l'Union soviétique. Bon, vous n'y croyez pas. Bon, ensuite, si je vous dis ils sortent sans guerre, vous y croyez encore moins. Et je vous dis en plus que pendant ce temps, ils rentrent dans l'Union européenne. Bah, alors, vous dites, alors là, il abuse, Nikos. Mais c'est ce qui s'est passé. Parce que si vous réfléchissez bien, ces pays sont rentrés dans l'Union européenne en 2004. Pour rentrer dans l'Union européenne, vous avez besoin à peu près de 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé en 94. Et ils sont sortis en 91. En 3 ans, ils ont démarré le processus pour faire complètement un basculement. Le problème, c'est que, est-ce que les pays baltes, c'est pareil que le Caucase? Non. Alors que ça a l'air d'être très près aussi, vous voyez? Mais en fait, il y a l'autre, il y a la mer, il y a plein de techniques. Une autre question? Ton alter ego. Le fameux Patrick. Juste une observation, c'est pas une question. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une grande utopie en disant que plutôt que d'avoir l'Arménie, l'Artsakh et la diaspora, un pays fédéral dans lequel il y aurait un territoire, un État, un autre État peut-être plus petit, et une représentation dans cet État de toute la diaspora, aussi bien en Occident qu'en Russie. Ce qui permettrait de dire qu'au lieu d'avoir 3 millions d'Arméniens, on en aurait 10 ou 12. En fait, c'est le problème de l'intégration de la diaspora. Je pense que la diaspora doit intervenir bien plus en Arménie, mais le problème, c'est que la diaspora a une sorte de complexe. Du genre, nous, on est à l'extérieur, on ne sait pas bien ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ça, c'est un complexe qui avait un sens jusqu'en 91. Après, ça n'a pas de sens. C'est une pensée retardée. En fait, maintenant, tout le monde peut aller en Arménie, voir ce qui se passe, rester, séjourner longtemps, rester des années, repartir, etc. Bon, ça, c'est un point. Il faut remettre les pendules à l'heure sur ce retard mental, sur comment on voit. L'autre côté, c'est du genre, les Arméniens d'Arménie, vous ne savez pas. C'est faux. C'est faux, parce qu'en fait, on est dans un système beaucoup plus global, on sait exactement ce qui se passe, et on connaît les petites magouilles dans le coin, on sait exactement, même à l'extérieur, ce qu'ils font. Donc en fait, c'est pas, ils ont encore la mentalité de l'ancienne Union soviétique, où chacun savait seulement localement ce qui se passe. Non, c'est une vision globale. Donc ton point de vue utopique, non, il est très bon, je pense, c'est un point de vue global sur l'arménité, mais je pense que les Arméniens de la diaspora doivent intervenir aussi dans le système politique, même au niveau des députés, parce que ça permettra un peu de nettoyer de cette gangrène locale où on se tape dessus, parce que comme on n'est pas avec d'autres, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à Valence, d'accord? Donc Valence, c'est la plus belle ville du monde, on est d'accord? Bon, eh bien, dans la plus belle ville du monde, je pense qu'il y en a qui vont se séparer, si c'est Valence de ce côté et Valence de l'autre côté, voilà. Et si c'est plus au nord, si c'est à côté de ce quartier, vous allez trouver encore le moyen de faire quelque chose contre vous, d'accord? Même si on décidait que c'était la plus belle ville du monde. Eh bien, là, c'est pareil. L'avantage d'avoir des gens extérieurs, ils ont naturellement une vision plus globale des choses, et ils s'intéressent plus à des problèmes nationaux qu'à des problèmes locaux. Donc je pense par exemple, comme on a des élus aussi ici, je pense que l'intervention extérieure de la diaspora, il faut qu'elle aille au plus bas jusqu'au niveau des députés, mais pas au niveau des mairies. Ça c'est trop bas. Je ne dis pas négativement, je veux dire c'est trop près de la localité, à moins d'y habiter. Hein. Si la personne habite. Mais le droit de vote et le droit d'élire, et que ça soit complètement transversal, c'est très important. Et je réponds à cette question, même en tant que grec, parce que récemment en Grèce, on a accepté le vote des Grecs de la diaspora, sous condition, il fallait être... bon, il y a des conditions encore, c'est pas totalement libre, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit quand même venue plusieurs fois, etc., et une vision. Mais je pense que ça sera plus clair après, ça sera soit vous êtes arménien, soit vous n'êtes pas arménien. Alors, du moment où vous êtes arménien, vous avez les mêmes droits.
Donc dans ce cadre-là, ça facilitera le positionnement par rapport à l'Artsakh et l'Arménie. Le point de vue caché, c'est du genre, on va laisser faire l'Artsakh qui va devenir un État indépendant, et puis quand il sera bien stable, on va se unir. C'est très flagrant, même au niveau du drapeau de l'Artsakh. Le drapeau dit ce qu'ils veulent faire. Bon. Et en réalité, bah, finalement, les Artsakis se sont retrouvés tout seuls. Donc la partie du drapeau, et maintenant le drapeau, il a un peu quelques trous dans le coin, et l'autre partie est intacte. Donc finalement, il faut vraiment penser, pour être plus concret, à État-nation. L'Arménie et l'Artsakh, c'est un État-nation. Ce n'est pas deux États. C'est une nation, deux États, on a tendance à le dire. Le problème, c'est qu'on a vu les répercussions. Donc à partir du moment où on pense ça de façon plus globale, même si tu penses que c'est utopique, je pense que c'est plus consistant dans le temps. Une autre question. Mais tu l'as pas vu? Vous êtes trop dis... Non mais... Non mais c'est pas grave, je répondrai aux deux, Il vous a zappé, hein. Non mais le jeune homme, donne le jeune homme. Non mais vas-y, je répondrai aux deux, c'est pas grave. Il l'a pas vu du tout, c'est pas sa faute. Elle est très discrète, elle est très... Donc Nikos, nous on s'était déjà rencontrés un petit peu avant. Moi je suis parti en Artsar l'année dernière. Voilà. Vous aviez donné une conférence sur le web. On avait discuté, je vous avais dit que j'allais emprunter la route de la Chine bientôt. Donc tu l'as fait? Oui, tout à fait. Ah, c'est bien. Oui, j'y étais en novembre, fin novembre dernier. Donc du coup, après jusqu'à mi-décembre. Donc je suis allé en Artsar. Et donc du coup, pour voir la vision, parce que la vision qu'on